Il existe dans l'univers des jeux vidéo des pépites intemporelles qui resteront gravées comme des piliers de leur genre, certains jeux vidéo définissant même leur genre. Il est de ces expériences viscérales promettant des challenges épiques. Je veux bien entendu parler de Dark Souls. Ce monument virtuel du studio japonais From Software fut agrémenté l'année suivante de sa sortie en 2012 d'une extension portant le nom de Artorias of the Abyss. Personnage faisant office de bannière lors de la promotion de ce DLC. Artorias, chevalier des abysses, est devenu une icône de la pop culture, inspirant pléthore d'artistes s'exprimant dans tous les styles grâce à tous les médias. Que cela soit de la peinture traditionnelle ou digitale, de l'aquarelle, du crayonné, du pixel art, du tatouage, des perles thermocollantes ou encore de la broderie. Internet regorge d'hommages à ce personnage. Chevalier légendaire, bretteur redoutable et dresseur de loups géants devenus réceptacle des abysses. En 2022 sortait aux éditions Kurokawa dans la collection Kuropop le jeu de rôle papier inspiré de l'univers du jeu vidéo Dark Souls. En 2011, une figurine d'Artorias sortait aux éditions Totaku. C'est cette relique que nous allons découvrir ensemble et que je vais tenter de sublimer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma faille temporelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un socle scénique simple mais détaillé de A à Z. Ce socle sera le support de la figurine que nous allons découvrir ensemble et repeindre. Une fois terminée, celle-ci fera un boss d'exception pour vos parties de jeux de rôle et de jeux de plateau. Allez, c'est parti pour le rétro unboxing. Il y a 12 ans sortait cette figurine collector. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé le nom du sculpteur. Je vous invite à réagir en commentaire si vous le connaissez. Affublé du numéro 16 et d'une mention First Edition au dos de la boîte, une simple phrase rappelant aux joueurs les frissons d'un combat. La mort n'est qu'un début. Aventurez-vous une fois de plus dans les profondeurs indomptables de l'univers de Dark Souls. Plongez au cœur de cette atmosphère remplie d'horreurs insoupçonnées. Une expérience de jeu de rôle brutale et stimulante attend les plus audacieux. Me saisissant d'un couteau de modélisme avec une lame neuve et d'une paire de ciseaux, il s'agit d'être très délicat pour endommager l'emballage le moins possible. Quelques petits coups de lame bien propres vont me permettre de retirer l'emballage intérieur en toute simplicité. Détail de l'emballage intérieur intéressant à découvrir qui reproduit l'arène d'Artorias que nous affrontons à Oulasil dans le jeu vidéo. Son sol pavé d'ocre moussu et ses colonnes en ruine. Figurine bien protégée, elle est nickel.
Donc avant de s'attaquer à la repeinture de la figurine, je vais m'attaquer à la création du socle. Et pour cela, pour pas partir dans tous les sens, la meilleure façon de commencer, c'est avec un crayon de papier. Je vais réaliser un croquis rapide avant de commencer le modélisme. Pour le faire à l'échelle, rien de mieux que de tracer le gabarit du socle. J'en choisis un de bonne taille, pour plus de liberté artistique et pour que plusieurs figurines puissent se mettre au corps à corps en combat. Placez ensuite les éléments de décor. Quelques crânes, ruines et gravats, et une empreinte de loup. Tracez grossièrement le pavage du sol. Faire ressortir les éléments principaux. Quelques craquelures, lignes droites et détails plus tard. Voici l'idée générale du futur socle. Une de mes étapes favorites lors de la création d'une figurine, c'est le choix des rabios qui vont la composer. Il en va de même pour le socle. Pour le pavage de la reine d'Artorias, je vais me servir de ces petites briquettes de modélisme. Alors c'est des petites briquettes que j'ai depuis des années, je serais incapable de me souvenir d'où elles proviennent. Par contre, vous pourrez en trouver dans n'importe quelle boutique de modélisme bien fournie, et pour sûr, si c'est une boutique de modélisme ferroviaire. Et oui, je sais, le pavage de la reine d'Artorias est carré, mais j'ai dit liberté artistique, ok ? Un rapide coup d'œil dans une boîte à rabios pour la sélection de quelques éléments. Ici, un vieux fragment de ruine. Et ce petit crâne provenant d'un ancien kit de soclage Citadel. Encore plus de crânes. Ces plaques proviennent de chez Green Stuff World, vous aurez un lien en commentaire de la vidéo. J'en choisis 4 variés que je place sur mon croquis. Un moulage de ruine en plâtre que j'ai depuis au moins aussi longtemps que les briquettes. Je vais le briser et dispatcher les morceaux en les incluant au reste des rabios. Une fois les éléments sélectionnés, il est temps de paver le socle. Je vais coller les briquettes une à une, en réalisant un chevronnage comme sur mon croquis. Je vais y laisser un petit interstice entre chacune d'elles. À oublier un pavé par ici, à inclure un autre brisé par là, le but étant d'être le plus réaliste possible pour reproduire un sol très abîmé. Le pavage terminé, je vais prédéfinir l'emplacement de la figurine. Un
rapide tracé des craquelures et l'emplacement de l'empreinte de cif avant de sortir mon outil de gravure sur lequel j'ai monté une fraise fine. C'est parti pour faire du bruit et de la poussière. Une briquette qui se décolle, qu'à cela ne tienne. Elle sera recollée de travers, ce qui apportera plus de relief et de réalisme. Avec une fraise plus douce et plus ronde, je vais creuser et lisser les surfaces précédemment gravées. Toncher un peu plus par endroits, marquer un peu plus le sol en pierre de cette arène séculaire. Prochaine étape, l'empreinte de cif, le grand loup gris que je vais réaliser au milliput. Alors de la même manière que le green stuff que nous avons utilisé dans la vidéo de présentation de la chaîne, le milliput c'est également un mastic de modélisme en bicomposant qui se catalyse et durcit une fois qu'il est mélangé. Alors il y en a plusieurs variétés. Le classique a une couleur gris-jaune. Après vous avez le noir, le silver et le terracotta. Ce sont juste des variations de teintes, ils ont un grain moyen. Vous avez également du coup le white super fine qui a un grain un peu plus fin comme son nom nous l'indique. Le green stuff a un toucher élastique et reste souple une fois qu'il est sec. Le milliput lui va avoir un toucher qui se rapproche plus de l'argile ou de la glaise et il est très dur une fois qu'il est sec, de telle manière qu'on va pouvoir le graver, le poncer, le gratter, voilà, ce genre de délire. J'ai sorti ma trousse de modélisme et préparé à proximité un pinceau avec un verre d'eau. C'est parti pour le mélange. Légèrement friable, j'humidifie un peu mes doigts pour mieux amalgamer les deux composants. Muni d'un pinceau gomme, je commence avec une petite partie du mélange que je vais étirer dans un coin précédemment entamé par la gravure. On n'oublie pas de toujours garder ces outils un petit peu humides. Avec le pinceau, je vais dissoudre légèrement le milliput pour mieux l'incorporer dans les creux et fissures à l'aide d'un pinceau gomme. Et de mon index pour lisser l'ensemble. Une fois cette flaque de boue en place, avec ce pinceau gomme, je vais tirer parti de sa forme pour réaliser l'empreinte des coussinets de cif.
Variez un peu la profondeur avec un pinceau plus étroit. Lissez avec un peu d'eau, et cela pour les 4 coussinets. Pour réaliser la marque des griffes, je choisis cet outil qui conviendra parfaitement. Juste 4 petits coups bien placés. Des petites retouches au pinceau avant de laisser l'empreinte sécher. Quelques éclaboussures pour finir le travail avec cette pâte. Et voilà le résultat. Le milliput est bien sec au bout de 24 heures environ, suivant l'épaisseur bien sûr. Qu'il soit encore un peu frais ne nous gênera pas pour la suite du programme. Ici, la sélection de radio pour décorer le socle et quelques briquettes. Et dans cette boîte, des gravillons, ma foi, fort bien flashy. Ouais, heureusement qu'ils vont être peints. En fait, c'est des graviers qui servent à faire de la décoration d'aquarium. Même si, moi, transformer en goujon de compète, ça j'en veux pas dans mon bocal. Hein. Mais blague à part, et petite astuce au passage, les décorations d'aquarium, chinées à pas trop cher, peuvent faire de très bonnes bases pour la décoration de Warhammer ou de table de jeu. Même certaines plantes en plastoc, mais on aura l'occasion d'en reparler certainement prochainement. Avec un couteau et des limes de modélisme, je vais ébarber et nettoyer les lignes de moulage sur les rabios avant l'assemblage, le fragment des ruines et les crânes. Quand tout est nickel, pince de précision et tube de glue paré, on va placer tous les éléments approximativement comme sur le croquis initial. Le but étant de composer un assemblage de rabios, de gravillons et de briquettes. Ne pas donner l'impression que les éléments sont déposés un à un, mais qu'ils constituent un seul et même ensemble.
La cité d'Oulacil, lieu où nous croisons Artorias dans le jeu vidéo, a subi les affres du temps et des batailles. La nature reprend ses droits et la végétation parsème la pierre. Je vais réaliser une fougère pour agrémenter le tas de ruines devant le socle. Pour ce faire, je choisis un morceau de câble électrique plutôt fin et des feuilles en métal photo-découpées. Cette planche provient du même kit de soclage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je sélectionne 3 feuilles de fougère que je conserve délibérément liées lorsque je les détache. Je les courbe légèrement pour créer du mouvement, puis je forme un arc de cercle. Avec une pince plate à bout fin et rond, je vais recourber une extrémité du câble pour ensuite venir entourer le feuillage autour. C'est une opération délicate. Il faut plaquer fermement les feuilles contre la tige tout en conservant une disposition harmonieuse et cela sans briser les attaches. Un petit coup de pince coupante et on colle la végétation au cœur de la ruine. Je façonne également une seconde tige, conçue de la même manière que la première, que je rajoute à la fougère pendant que la colle est encore fraîche. Quelques rajouts de relief pour conclure cette étape. Une fois tous les éléments collés, je vais venir cimenter l'ensemble avec mon mélange perso de sable, gravillon, débris de flocage et autres merveilles que je pose à la colle à bois prise rapide. Un vieux pinceau en main, je vais déposer ce mélange sur les rebords, dans les creux et sur quelques surfaces très légèrement. Pour casser le côté filiforme des tiges de la fougère, je vais ruser avec du flocage, que je vais déposer sur les extrémités des courbes et à la base de la plante, ce qui va donner un petit aspect moussu, mais pas n'importe quel flocage. Alors on dirait pas comme ça, mais ce flocage est assez recherché par les puristes. Il était inclus dans une mallette qui est sortie peu avant les années 2000, je dirais, qui contenait l'ensemble de la gamme des peintures Citadel de l'époque et tout le matériel de flocage, dans cette mallette-là. Elle a été achetée par un pote à moi en 2010 environ et il me l'a offert là il n'y a pas longtemps quand j'ai commencé la chaîne. Je me sers encore de peinture qui était à l'intérieur, dans mes tutos avec vous et pour ça, merci Toto. Ce flocage était omniprésent sur toutes les tables de jeu. Je vous jure, cette couleur, ce grain, cette finesse, cette texture,
Tout ça combiné, c'est assez difficile à retrouver de nos jours. Et à mes yeux, c'est représentatif de toute une époque du hobby révolu qui évoque chez beaucoup, et chez moi le premier, quand même pas mal de nostalgie. Ce que je recherche ici, c'est sa légèreté et son grain très fin et régulier. Le soclage est quasiment terminé. Quelques petites finitions au Dremel. Je vais diluer un peu de colle à bois et l'appliquer sur le flocage des fougères pour bien le fixer. Et pour conclure, un tout petit peu de sablage. Allez, prochaine étape de la vidéo, je vais me déplacer de l'établi de modélisme à celui pour la peinture. Mais avant de passer à la mise en couleur, on va étudier très rapidement les couleurs, textures, matières et lumières qu'on va devoir reproduire. Ok. Voici les peintures et pinceaux qui me seront utiles. Cités à chaque utilisation, je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour plus de détails. Pour commencer, un rapide coup de bombe noire pour la figurine et le socle. Petite description du setup très rapide pour le tuto. Un gobelet d'eau de rinçage pour les couleurs métalliques et un second pour les couleurs non métalliques. Si je fais ça, en fait, c'est pour pas transférer des pigments métalliques sur les couleurs en fait standards quand je rince le pinceau ou ce genre de choses. C'est vite chiant. Une pipette avec de l'eau pour réhumidifier la palette humide et diluer les peintures, ainsi qu'une batterie de pinceau. Avec un pinceau de brossage standard, on va s'attaquer à la première patine. Première couleur utilisée, du chainmail. Un passage généreux sur toutes les parties de l'armure, du casque aux jambières en passant par les ganteaux. On brosse toujours en évitant les creux de la sculpture et de manière uniforme pour faire ressortir tous les détails.
Le premier brossage terminé, avec un pinceau pour les couches de base et toujours du chainmail, déposé sur la palette, je vais passer une couche uniforme sur toute la cotte de maille. Deuxième brossage de l'armure, cette fois-ci avec un métal plus clair, du Mithril Silver. Lorsque ces étapes sont bien sèches, je vais appliquer un généreux lavis d'oil sur tout ce que je viens de peindre. Le lavis sec, on arrive à cette belle patine d'acier crasseux. Avec du Rhinox Hide de chez Citadel, je vais faire un jus d'acrylique sur ma palette. Je vais appliquer cette peinture diluée dans les creux les plus prononcés de la sculpture. Ce sera une bonne base pour créer un aspect bien rouillé. De la même manière que la précédente couleur, mais cette fois-ci avec du Dark Flesh que je vais diluer pareil, je vais donner plus d'intensité à la rouille.
Avec un pinceau pour la vie et du Seraphim Sepia, je vais appliquer une première patine à la cotte de maille. Localisée sur la partie haute, j'insiste à cette jonction pour simuler la rouille qui dégouline de l'armure et soude le maillage métallique. Grossièrement, je trace des salissures verticales. On commence à obtenir un vieillissement du plus bel effet, mais on peut pousser encore un peu. Avec une Technical de chez Citadel, du T-Fuchs Corrosion, je vais salir et texturer la cotte de maille en même temps. Le T-Fuchs Corrosion, en plus d'avoir une couleur très cool, est mélangé avec un médium qui est très légèrement granuleux. Et du coup, ça va, comme son nom l'indique, donner une texture corrodée aux métaux. Je le prélève à même le pot avec un pinceau de base pour venir cracher par endroits la figurine. Une dernière nuance de Blazing Orange déposée sur la palette humide est fortement diluée pour créer une démarcation entre les deux parties rouillées de la figurine et nuancée par-ci par-là. Je passe rapidement pour terminer sur le casque et l'épaulette. Lorsque tous les lavis sont déposés et bien secs, pour conclure le métal, il faut raviver un petit peu le chainmail avec un brossage à sec. Prochaine étape, le tissu. Pour la couche de base, j'opte pour du Enchanted Blue. Déposé sur la palette pour le fluidifier un petit peu, c'est parti pour 2 couches fines. Je dilue fortement du Regal Blue pour obtenir un jus d'acrylique qui va me permettre de donner une première nuance au tissu. Un beau passage généreux.
Les pigments fortement dilués du Regal Blue ont, sur les surfaces planes, laissé des auréoles souhaitées qui nuancent le tissu tout en lui donnant un aspect sale, voire poussiéreux. Je vais créer un nouveau mélange plus foncé mais avec du médium. En fait, pour faire très simple, quand vous diluez une peinture avec de l'eau, les pigments qui composent la couleur, ils vont se balader de manière aléatoire en fait dans l'élément liquide. Quand vous diluez une peinture avec un médium, les pigments ils vont garder une meilleure cohérence entre eux, ce qui va donner en fait un lavis plus homogène. Il va être également plus visqueux, du coup la gravité elle sera moins embêtante, il y aura moins d'accumulation dans les creux et bas de la figurine. Je mélange dans une palette un peu de mon précédent jus d'acrylique, du Lavis Azure Main Blue, et lorsque je suis satisfait de la teinte, j'y ajoute du Lamian Medium de chez Citadel. Il s'agit maintenant d'appliquer cette mixture sur tout le textile. Avec de l'oil, nous allons progressivement commencer à marquer les ombrages de ces drapés. J'en ajoute quelques gouttes à mon mélange pour le déposer dans le pli du tissu, les parties les plus en ombre, sans oublier l'envers. Premières ombres posées, je vais raviver la couleur originelle des tissus avec un brossage de sa couleur de base, du Enchanted Blue. Cela pour faire ressortir les reliefs et pour unifier les surfaces planes. Pour pousser l'éclaircissement, je mélange sur ma palette sèche à part égale du Enchanted Blue avec du Ulthuan Grey. Ce mélange va me servir à effectuer un nouveau brossage à sec plus léger. C'est très satisfaisant, je trouve, de voir apparaître le maillage du textile. En y allant par petites touches, on commence à avoir un bel effet sale et usé sur ces guenilles.
Les tissus terminés, on va s'occuper de ce motif tissé au fil d'argent avec un petit brossage en chainmail. Vraiment très délicat. Puis un second en mithril silver en caressant la sculpture, à peine. Avec la peinture qu'il reste sur le pinceau, j'agis de la même manière sur l'armure, en me focalisant sur les parties censées le plus capter le regard, l'épaulette et le casque. Avant de passer à la prochaine étape, quelques corrections d'ombrage. Je vais bien entendu me resservir de la mixture présente dans ma palette sèche. Quelques notes pour contraster le motif en fil d'argent. Marquer son absence de visage et accentuer quelques ombres. In fine, j'ajoute une goutte de contraste Black Templar à ma mixture pour l'épaissir et fortement la foncer. Ce mélange est à passer sous tout le dessous du pagne. On va maintenant pouvoir passer à la peinture de son arme, l'espadon des abysses. Et pour ça, on va utiliser une couleur que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas forcément souvent l'occasion d'utiliser, du Gunmetal Blue de chez Prince August. Une belle couche bien uniforme sur la lame et le pommeau. Je vais par la suite déposer un peu de chainmail sur ma palette sèche. Je trempe le pinceau de brossage pour détail dans une dilution de Gunmetal Blue pour délayer la couleur argentée et lui donner une subtile teinte bleutée. C'est cette couleur que nous allons brosser sur l'espadon pour faire ressortir les détails tout en lui conservant sa torace surnaturelle. Une petite pointe de contraste Black Templar pour noircir le pommeau. Avec de l'oil et un pinceau pour les couches de base, je vais marquer davantage le côté abyssal de ce personnage sans visage et faire un passage complet sur l'espadon. Puis, avec du contraste Black Templar, prélevé à même le pot, je vais noircir le dessous du pagne pas assez sombre à mon goût.
conclure l'armement, un dernier brossage léger en mithril silver sur les reliefs les plus visibles, le fil de la lame et la face du pommeau percutée par la lumière. Plus que deux choses à peindre sur la figurine, la ceinture et le plumeau qu'il y a sur son casque. Avec un pinceau fin pour détail et du Celestra Grey, déposé sur la palette humide pour le fluidifier un petit peu, je vais appliquer cette couleur sur le plumeau et sur la sangle de la ceinture. Alors comme d'hab, ça je vais commencer à plus le dire, quand on dépose une couche claire sur une base sombre, toujours 2 voire 3 couches très fines au lieu d'une épaisse. Je choisis le bronze de chez Prince Auguste pour peindre les médaillons de la ceinture. J'en dépose une goutte sur la palette. Je ressors ensuite la palette sèche pour y mélanger du contraste Black Templar avec du Lamian Medium. Le plumeau va ainsi recevoir un premier ombrage. Un passage de contraste Black Templar pour obscurcir davantage le plumeau. Et un passage d'oil pour la ceinture. Quand ce lavis est sec, avec une pointe de chainmail, je vais rehausser les médaillons de la ceinture pour leur donner un aspect de vieilleur patiné. Quant à la sangle, c'est avec du Deneb Stone que je vais l'éclaircir tout doucement, avec également un brossage à sec. Pour nuancer le plumeau que je vais conserver bien noir, je reprends le Celestra Grey, je le dilue légèrement sur la palette humide pour redessiner des mèches contrastantes. Sur ma palette sèche, je dépose une goutte de contraste Leviathan Blue que je mélange avec une goutte d'oil à part égale. Cela pour apporter plus de profondeur aux mèches précédemment peintes. Et voici Artorias terminé. Mettons de côté le temps de peindre son socle. On va débuter avec une bonne couche de base de Tossept Ochre sur les pavés et les ruines. Généreusement déposée sur la palette, légèrement diluée, et c'est parti.
Quand cette couche de base est bien uniforme, on va mélanger à part égale avec un gros pinceau de brossage, du Tosset Ochre et du Deneb Stone sur la palette sèche. Premier brossage pour donner un aspect poussiéreux à la pierre et dessiner les premiers reliefs. Une texture de pierre usée est déjà perceptible. Premier ombrage du socle avec du Seraphim Sepia, un badigeon sans ménagement pour soutenir les ombres. Avec du Deneb Stone pur, cette fois-ci, je vais revenir sur l'éclaircissement des reliefs les plus intéressants et nuancer le pavage. Une pointe de Graveyard Earth pour peindre la boue. Et une autre de Snot Green pour la fougère. Je ressors la palette sèche pour créer un mélange de Seraphim Sepia, de la vie fumée de chez Prince August, auquel je rajoute une goutte de médium Lamiane, environ un tiers de chaque pour les proportions. Une petite goutte d'eau pour délayer le tout. Et je vais passer cette mixture sur toute la pierre et la boue. Cela unifiera le tout et finira de lui donner l'aspect d'un sol d'une arène de boss santédiluvienne. Une petite pointe de Scorpion Green pour donner vie à la verdure. Le diluer sur la palette humide pour obtenir un jus d'acrylique que l'on va venir déposer sur les feuilles pour contraster la nervure. Pour accentuer l'usure des pierres d'ocre du sol d'Oulacil, quelques touches d'oil au pinceau fin pour détail dans les crevasses les plus prononcées. Lorsque tout est bien sec, on va rajouter quelques micro-touches de lumière en brossant avec du Deneb Stone. Faire vibrer un peu plus la fougère avec du Lavi Traca Green. Et apporter une dernière profondeur mystique à la boue, souillée par les abysses, avec du Lavi Azure Man Blue. Je prélève un peu de ma précédente mixture avec un pinceau de base
pour y ajouter de cela vie. Derniers éléments de décor à peindre sur le socle, les crânes. Je souhaite donner au crâne un aspect un peu verdâtre. Vous savez, comme quand on trouve en forêt des crânes qui sont là depuis un bon moment, à la merci des intempéries, des micro-organismes, ils sont un peu couverts d'une légère couche de mousse. Comme ça. Ben quoi, il y en a qui ont des coins champis et il y a les autres. J'opte donc pour une couche de base très claire avec une subtile note de vert, du Rotting Flesh, déposée sur la palette humide et légèrement diluée pour 2 couches de base très fines. Pour illuminer un peu plus ses ossements, le très bien nommé Skull White, également déposé sur la palette pour le détendre un peu, juste quelques points d'accroche de lumière en tapotant doucement. Après les éclaircissements, les ombrages, avec de l'oil déposé de bon cœur sur l'ensemble des crânes avec un pinceau pour la vue. Quand c'est sec, je ravive le Skull White sur la palette avec mon pinceau humidifié pour repasser sur les détails et éclaircir une dernière fois. Je vais ensuite me servir du Moss Deposit de chez AK Interactive. C'est un produit qui reproduira à merveille l'effet crâne moussu que je recherche. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Je veux en déposer partout où naturellement l'humidité stagne et génère l'apparition de la mousse. De temps en temps, j'estompe avec le pinceau juste humidifié. Pendant que le Moss Deposit est encore frais, une toute dernière touche d'oil pour contraster les orbites des crânes et ombres les plus fortes. La mise en couleur est terminée. Petite finition propre avec du noir avant le flocage. Toute dernière étape avant la révélation finale, on va apporter un petit peu de verdure supplémentaire sur le socle grâce à l'herbe statique. Je colle Artorias à la glu et dépose ensuite des points de colle à bois sur le socle avec un vieux pinceau. Je choisis une herbe statique d'un beau vert vibrant et je la dépose sur les points de colle délicatement. Et voici Artorias of the Abyss.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que moi à la réaliser grâce à l'aide de mes amis. Thibaut au montage, d'Architecte à la musique, de Four aux animations. N'hésitez pas à me suivre pour de prochaines aventures culturo-picturales.